Bonjour à tous, donc on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur un thème que je pratique depuis quelques années maintenant, qui est donc la cryptographie. Donc on va voir aujourd'hui la notion de stéganographie. Donc la stéganographie, on va essayer de comprendre déjà dans un premier temps ce que ça signifie, et on va voir qu'on va essayer de faire ça avec des images. Donc ici, des PNG. Ok, donc qu'est-ce qu'est la stéganographie? La stéganographie, c'est l'art de cacher un message. Donc on ne parle pas de chiffrement, on parle vraiment de cette action de on a quelque chose, on a un autre qui va cacher ce message d'une manière ou d'une autre. Donc évidemment, à travers l'histoire, ça s'est présenté sous différentes façons. On peut voir au moins 600 par exemple Nabuchodonosor qui utilisait lui des crânes rasés. Donc c'était, enfin la pratique était la suivante, il chopait un esclave, il lui rasait le crâne, il gravait le message, ou gravait, tatouait, peu importe la manière, j'ai envie de dire à cette époque-là. Il tatouait le message sur le crâne, il attendait que les cheveux repoussent et il envoyait donc l'esclave au destinataire. Le destinataire, dès qu'il recevait l'esclave, il récupérait l'esclave, il rasait l'esclave et il pouvait enfin accéder à son message. Donc il ne fallait pas évidemment que les messages soient d'une urgence extrême, évidemment, parce que là on est un peu limité par la repousse des cheveux. Et on a en moins 480 un autre épisode qui est donc Desmaret. Donc Desmaret c'est un grec qui s'est fait expulser de son pays dans un premier temps, qui a été exilé en Perse, et en fait il apprend en Perse que les Perses comptent envahir la Grèce. Donc il essaye, malgré tout, de contacter les Grecs pour les avertir justement de ce qui risque de leur arriver. Et il utilise pour ceci des tablettes de cire. Donc en réalité, il prend des tablettes, il écrit dessus donc les messages, il les grave. Ensuite, il coule par-dessus de la cire de façon à ce que ça soit complètement plat. Il envoie ensuite ces tablettes en Grèce. Une fois que les Grecs récupèrent les tablettes, ils ont juste à faire fondre la cire et du coup à récupérer le message qui était donc caché. En moins 100, on retrouve le concept d'encre sympathique. Donc l'encre sympathique, c'est une encre qui, euh, en température ambiante, est complètement transparente. Et par contre, si on l'approche d'une source de chaleur, on voit apparaître ce que l'on avait essayé d'écrire grâce à cette encre. Alors, un autre exemple de stéganographie, c'est une correspondance entre Alfred de Musset et George Sand. Donc c'est la suivante. Donc, enfin, c'est la suivante. Là, on voit que c'est un échange de, de mots. Maintenant, vous voyez les phrases, si vous le lisez, bon, ok, pas de problème. Maintenant, faites un focus sur les premiers mots de chaque phrase, à chaque ligne en tous les cas, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, dans ces messages, il y a un autre message qui est caché. Et dans la réponse de Jean Sand, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez ici que, encore une fois, la stéganographie, c'est le fait de cacher un message dans un autre. Ici, c'est un message. Pour, euh, pour des Maratins, c'était des tablettes de cire, et pour Nabuchodonosor, c'était les esclaves qui utilisaient comme hôte pour embarquer les messages. Ok, donc évidemment, de nos jours, maintenant, on n'a pas trop d'esclaves sous les mains, l'urgence des messages, bah, on est toujours dans ce souci d'immédiateté, quelque part, de l'accès à l'information de manière immédiate. Donc l'idée ici, toute information maintenant est codée de façon binaire. Donc un des bons candidats justement pour cacher l'information, ce sont les images. Donc une image, je vous rappelle rapidement, c'est donc une suite de pixels. Ces pixels sont en général composés de trois éléments, trois couleurs, hein, le rouge, le vert et le bleu, qui ont chacune des valeurs entre 0 et 255. Donc en résumé, hein, un pixel, trois couleurs, trois valeurs entre 0 et 255. Maintenant, regardez pour les deux petits carrés que l'on voit ici, on voit que ce sont deux couleurs qui sont différentes par leur triplet. On voit qu'on a 171 d'un côté et 172 de l'autre en composante de rouge. Mais à l'œil nu, à les différencier les deux couleurs, c'est pas évident. D'accord? Quand il y a une toute petite différence de teinte, de couleur de rouge
vert ou bleu, c'est vraiment difficilement perceptible. Et c'est justement là-dessus qu'on va se baser pour cacher une image dans une autre image. Vous avez ici par exemple deux images qui, au premier œil, sont complètement identiques. Et en réalité, on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc on va faire un peu le focus sur celle de droite en réalité qui visiblement a des choses à nous révéler. Donc on va pouvoir utiliser un outil qu'on appelle Aperisolve. Donc Aperisolve, hop, ne bougez pas, j'arrive. Aperisolve, c'est un outil en ligne qui permet d'analyser des images. Donc il y a plein d'algorithmes qui sont déjà définis à l'intérieur. Ces algorithmes, vous allez le voir, vont brasser donc plusieurs choses qui sont qui sont en général utilisées pour cacher de l'information dans des images. Donc là, on va glisser une image à l'intérieur. Donc l'image, la fameuse image crypto. Ok, on l'envoie et il analyse tout ceci. Donc là, ça prend un petit temps, évidemment. Et on voit qu'on a donc superposé rouge, vert et bleu. Et on se rend compte finalement qu'effectivement, en version superposée, on a plein de choses qui sont... bon, c'est pas très lisible, mais par contre, par contre, si on regarde juste sur la composante rouge, on se rend compte qu'on a effectivement euh, un message. Donc en réalité, c'est une image, c'est une image qui est exactement du même format que l'image de départ, l'image haute. Sur la composante verte, on a un autre message, une autre image. Et sur la composante bleue, on a encore une autre image. Bon, que nous disent ces images? On va le regarder dans un second temps et on va essayer déjà de comprendre comment fonctionne Aperisolve. Et on va développer ceci en Python. Donc quand je dis développer, c'est qu'en réalité j'ai déjà développé le truc et je vais simplement commenter le code que j'avais écrit pour extraire ces trois images de l'image haute. Donc on va revenir sur du Python. Hop. Le Python ici. Nous avons notre image qui est celle-ci. En fait, l'image finale, c'est l'image qui est celle-là. Donc c'est enrichi, c'est celle-là. Donc c'est celle que je viens de vous montrer. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appeler dans notre programme principal la fonction extraction sur chacune des composantes. Alors ça pourrait être codé complètement différemment, on est d'accord? Donc là, c'est pas la façon la plus optimale pour le faire, mais là, je vais parcourir l'image, je vais extraire la composante rouge, puis la verte, puis la bleue, dans trois étapes différentes. Donc maintenant, allons faire un... Donc l'idée, c'est simplement de dire, ok, ça c'est l'image. Premier argument, c'est l'image qui est haute. Deuxième argument, c'est l'image que je vais créer. Donc c'est l'image extraite rouge. Et enfin, ici, c'est la couleur que je veux analyser. Donc on a extraite rouge ici pour la couleur rouge, extraite verte pour la couleur verte, et la même chose pour la couleur bleue. Allons un peu jeter un coup d'œil quand même au code en question. Donc il suffit de faire ceci. Tac. Donc on est là. Donc on a une image haute. On a l'image cachée qui n'existe pas pour l'instant et il y a la couleur que l'on veut analyser. Première chose à faire, c'est ouvrir l'image qui est haute. Une fois qu'on a l'image haute, donc on utilise la librairie Pillow ici. Une fois qu'on a l'image haute, on récupère tous ces pixels et on récupère les caractéristiques, la taille, la hauteur et la largeur. Une fois qu'on a la hauteur et la largeur, on va créer une deuxième image. Donc c'est l'image qu'on veut extraire, exactement de la même taille, de la même longueur et de la même largeur. Ensuite, on va parcourir l'image haute de pixel en pixel. Donc ici, on parcourt toute la largeur et toute la hauteur. Et pour chaque pixel qu'on récupère ici, on a donc les composantes R, G, B et A
le alpha, donc la transparence. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, bah, quand on veut analyser le rouge, ça va être la composante R. Si on veut analyser le vert, ça sera le G pour green, et le bleu, B. Ok. Et l'idée, en fait, ici, c'est simplement de dire, ok, si l'image a été cachée, en réalité, elle a été cachée ici sur le bit de poids faible. Donc ça veut dire le bit le plus à gauche de la valeur dans la couleur concernée. Par exemple, si je prends la couleur rouge, la couleur initiale, la valeur, c'est R. Et si je fais un et logique avec 1, finalement, ce que je récupère ici, c'est le bit de poids faible. Donc un bit de poids faible, c'est quoi? Vous avez un octet c'est 8 bits, et le bit de poids faible, c'est le bit qui est le plus à droite. D'accord? Donc là, on va avoir un 1 ou un 0 dans ce cas-là, à chaque fois. Donc ici, P, si c'est la couleur rouge, aura la valeur soit 0, soit 1. Ici, soit 0, soit 1. Soit 0, soit 1, selon la composante que l'on va analyser, évidemment. Et on fait la chose suivante, si P vaut 1, alors euh, on va, on va ajouter le pixel avec, bah là on a mis la valeur noire, hein. Si c'est pas 1, du coup on va mettre la couleur blanche pour ce pixel-là. Donc là on va reconstruire une image pixel par pixel en fonction en fait du bit de poids faible que l'on analyse pour le pixel donné. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire une image, hein, pixel par pixel. Une fois qu'on a fini de parcourir notre image de long en large, on sauvegarde notre image ici même, et normalement le traitement est terminé. Donc on va juste exécuter le code pour vérifier qu'effectivement je ne raconte pas n'importe quoi. Ici, on exécute. Alors ça prend un peu de temps, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à analyser, hein. Puis en plus là je fais de manière pas très efficace puisque je fais 3 fois. Ok. Donc là on voit qu'on a créé 3 nouvelles images. Image extraite bleue, image extraite rouge et image extraite verte. Jetons un œil plus précisément. Donc nous avons ici, dans la rouge, nous avons tu connais les classiques pour les messages cachés dans les bits de poids faible. Il y a 3 composantes de couleurs, donc au moins 3 images que l'on peut cacher, mais en réalité on peut faire bien plus que ça, hein. Sachant qu'un octet c'est 8 bits, on peut s'amuser dans les bits de poids faible, hein, les 4 plus faibles, hein, s'amuser à cacher un petit paquet d'images sans trop altérer la qualité de l'image en fait. Vous pouvez facilement en cacher 6 hein, en vous basant sur les 2 derniers bits par exemple. Après, ça va commencer à se voir, hein, s'il y a une nuance. Plus on utilise de bits, évidemment, plus l'image va être un peu modifiée. Alors pas sur le dessin, mais sur le rendu couleur, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, on va voir, ça c'est ce qu'on a rouge. Dans le vert, hein, qu'est-ce que l'on a? Là, on a des informations sur les PNG. On comprend que les PNG, c'est finalement une séquence de chunks. Une chunk, c'est quoi? C'est un élément en fait qui a un nom et qui contient des datas. Donc on a le IHDR qui est le chunk header, c'est donc pour dire que l'image commence à ce moment-là. Et on a le end qui est le chunk qui permet de définir la fin de notre image. Et on a le chunk idat qui lui va contenir justement toutes les informations liées à l'image. Cependant, en fait, dans les chunks, on peut faire d'autres choses. On peut mettre de l'information dans des autres chunks qui sont prédéfinis comme e-text ou texte. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez tout à fait aller voir le w3org trpng pour avoir une description complète de ce qu'est le format PNG en réalité. Et enfin, la composante bleue, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte qu'effectivement, on peut utiliser cette chunk pour cacher des choses de manière encore plus discrète, hein, si possible. Alors justement, on va juste conclure, hein, là-dessus cette fois-ci. Alors là, l'idée c'était juste d'extraire ces fameuses images. On aura d'autres vidéos qui vont nous vous permettre de cacher des informations dans une image. Là, on sait l'extraire, donc on peut assez facilement, normalement, comprendre comment on va
cacher de l'information dans cette image. Et on va aussi voir une autre façon de cacher de l'information dans une image, et en particulier, donc c'est une espèce de... Je vais vous montrer ça tout de suite. Si je prends Emacs, hein, qui est un éditeur de texte, donc qui est là, ok. Cette image-là, elle est ouverte sous Emacs, jusque-là rien d'extraordinaire. Maintenant, je vais m'amuser à regarder le code hexadécimal de l'image. Et en fait, je vais me rendre compte effectivement qu'on a le chunk IHDR comme je le mentionnais tout à l'heure. Par contre, on a le texte on a le texte qui est là, et là on voit des trucs un peu chelous, visiblement d'hexadécimal, hein. Et on verra qu'effectivement, cet hexadécimal, c'est moi qui l'ai ajouté. Et on essaiera dans une autre vidéo de comprendre ce à quoi sert tout cet hexadécimal, qu'est-ce qu'il représente en réalité. Donc j'espère que ce petite introduction justement à la crypto et à stéganographie de manière générale va vous apporter de nouvelles connaissances, et vous pourrez vous amuser justement à faire des petites expériences assez sympathiques. Donc à très bientôt dans une autre vidéo, toujours sur de la petite cryptographie. Salut!